Dans notre rencontre bimensuelle avec Gaëtan Lelièvre, nous discutons cette semaine sur la mini-réforme du réseau de la santé proposée par le ministre de la Santé Christian Dubé. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Ça va très bien, quand même. La forme, la santé, justement, on va parler cette semaine de santé. Alors, on a l'impression qu'on est un peu en mode fin de pandémie, les mesures qui se lèvent, tout ça. Il y a le printemps qui arrive. Puis là, justement, il y a le ministre Dubé qui a déposé sa réforme pour le réseau de la santé. Et peut-être qu'avant de parler en détail de ces points qui ont été amenés, pour faire un résumé de ça, est-ce qu'on peut faire un état, toi, est-ce que tu es capable de faire un état de la situation déjà du réseau de la santé actuellement au Québec? C'est audacieux, mais on peut au moins dresser les grandes lignes, quelques grandes lignes, là. On peut dire que la réforme du réseau de la santé a fait l'objet d'interventions de la part de tous les gouvernements des 20 dernières années. On peut remonter aussi loin que ça. Donc, chaque gouvernement qui a été mis en place dans les 20 dernières années a senti le besoin d'avancer une certaine réforme au niveau de la santé. Donc, quand on parle de réforme, c'est pas des changements normalement légers, c'est des changements en profondeur. Donc, ça veut dire que depuis au moins 20 ans, on a un problème majeur au niveau du réseau de la santé au Québec. Et malheureusement, en tout cas, soit que les changements sont insuffisants, soit que les changements sont inopportuns, ou encore est-ce que la situation change tellement vite que dès qu'on fait une réforme, aussitôt la réforme terminée, on a des nouveaux enjeux qui arrivent, puis finalement le système devient encore dépassé un peu par les événements et les besoins. Je pense que la réponse, c'est que probablement que ce ne sont pas des vraies réformes en profondeur et surtout que ces réformes-là manquent de vision. Ça, c'est pas vraiment explicable parce qu'avec tous la capacité de l'État, normalement, à prévoir les besoins en santé au niveau de la population, on pourrait, je pense, donner un horizon beaucoup plus long en termes d'intervention puis avoir une vision sur plus longue qu'un mandat électoral de 4 ans. Là, on a l'impression que les réformes sont des mini-réformes qui s'ajustent au gré des besoins d'élection en élection. Mais on manque de vision, c'est clair. Parce que on savait que la population du Québec allait vieillir. Bon, ben, exemple, les CHSLD, c'est un problème majeur. C'était prévisible, le vieillissement de la population, les statistiques le démontrent, un peu comme l'emploi. C'était prévisible qu'on allait manquer d'avoir une pénurie d'employés au Québec. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. Ben, c'est un peu la même chose dans la santé. Fait que des réformes qui se sont succédées de gouvernement en gouvernement, puis malheureusement, la politique étant ce qu'elle est, souvent chaque gouvernement veut faire sa propre marque. Chaque ministre a le power trip, excuse l'expression, là, le trip du pouvoir, là, de laisser sa marque, mais finalement, on devrait peut-être partir de ce qui a été fait avant et bonifier au lieu de tout démolir puis reconstruire, tenter de reconstruire. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a un système qui est galvaudé. Il y a des employés qui sont chambardés, qui savent plus vraiment de qui ils relèvent, ils savent plus vraiment c'est quoi leur mission. Puis c'est un peu, c'est un gros casse-tête, là, tu sais. Il faut dire que honnêtement, la réforme Barrette a fait très mal au Québec. Le gouvernement de la CAQ est arrivé d'après vraiment un démantèlement majeur du système de santé. La vaste opération de centralisation massive du gouvernement Couillard avec le ministre Barrette en tête a été dévastatrice, là, c'est clair, puis surtout dans les régions, parce que ça a été surtout de la centralisation. Et la centralisation, par exemple, qu'il y ait un seul PDG ou une seule PDG pour les établissements sur l'île de Montréal, c'est une chose. Il y a une proximité entre les établissements, mais nous, en Gaspésie, par exemple, on a parti d'un directeur général ou d'une directrice générale par hôpital ou par MRC qui comprenait l'hôpital, le CLSC, souvent le CHSLD. On est passé à une seule personne qui occupe cette fonction-là pour les 4 hôpitaux, les nombreux CLSC, nombreux CHSLD. Donc, tout ça a été fusionné au sein d'un seul poste. Puis je pense que la personne, là, pas je pense, là, je suis convaincu que la personne en place, dans notre cas en Gaspésie, est une personne très compétente, plein de bonnes intentions, mais la tâche est inhumaine. Donc, on a des réalités qui sont différentes du côté nord de la Gaspésie, de la baie des Chaleurs. On a des réalités différentes dans la pointe de la Gaspésie, dans Rocher-Percé. Donc, on ne peut pas avoir une seule vision, mur à mur, en région. Le système a démontré que
Les gens, là, les gens n'ont pas pu s'adapter à cette vaste commande de centralisation-là du ministre Barrette. Puis finalement, la CAQ est arrivée avec un réseau qui était très affaibli, très démantelé. Puis il a tenté, probablement, qu'ils ont tenté de remettre de l'ordre là, au niveau de la santé, mais la COVID est arrivée, puis c'est clair que le ministre de la Santé et le gouvernement Legault a été accaparé là, dans les 2 dernières années avec une gestion de crise COVID à s'occuper. Puis quand tu éteins les feux, par un événement aussi majeur et imprévu que la COVID, c'est clair qu'on ne peut pas demander de restructurer un réseau. Bon, maintenant, la COVID semble être plus en contrôle. Je dis bien semble, espérons-le. Puis le ministre Dubé s'est hasardé la semaine dernière, cette semaine, à nous présenter. La semaine passée, c'était le budget. Cette semaine, sa mini-réforme de la santé, bien, il nous présente là, ses grands enjeux. Donc, on peut regarder ça peut-être, là, certains items, si tu le souhaites. Ben oui, alors juste avant de rentrer dans le détail, tu m'annonçais tout à l'heure que le budget de la santé au Québec, c'est la moitié du budget provincial, parce que j'étais surpris de l'entendre. Et je me dis, avec autant d'argent, comment est-ce qu'on peut se planter, entre guillemets, là, je mets ça entre guillemets parce que des fois, ça donne cette impression-là quand on a un système qui peut des fois être aussi catastrophique. Ouais. Je parlais avec une collègue qui est infirmière qui me disait que des fois, au niveau des ressources humaines, c'est très difficile. Il y en a qui font des burn-out tellement on les surcharge de travail. J'imagine que c'est aussi un point de vue matériel, tout ça. Comment est-ce qu'avec autant d'argent, on peut prendre des décisions qui amènent à avoir autant ça, c'est ma question qui me vient en tête là quand j'entends ça. Mais... Ben, ta question est des plus pertinentes, hein? Parce que le Québec est une des provinces au Canada où on investit le plus d'argent per capita par habitant dans son réseau de santé. Puis les résultats, honnêtement, ne semblent pas être supérieurs aux autres États là, au niveau du Canada. Donc, on a même une lacune en termes de lits par habitant. Le Québec est l'une des provinces avec le moins de lits par habitant, malgré le fait qu'on investit on est parmi les États qui investissent le plus par habitant au niveau de la santé. D'ailleurs, c'est une des priorités là, du gouvernement. On parle de mettre en place là, quelques milliers de lits de plus parce qu'on s'est rendu compte que finalement, on a réduit de beaucoup les lits par hôpitaux dans les dernières années et là, ça nous rattrape. Oui, puis près de 50% du budget du Québec est dans la santé. En 2021, je m'excuse, en 2021, c'était 43% du budget. Donc, on parle d'un budget qui est autour de 125 milliards au Québec. Donc, c'est au-delà de 50 milliards, là, probablement, qui est investi dans le réseau de la santé. Si on rajoute l'éducation, c'est presque les 2 tiers du budget du Québec qui vont dans la santé et l'éducation seulement. Donc, 2 ministères sur 25, 27, 28 ministères en général dans un cabinet grugent le 2 tiers du budget québécois. Donc, c'est 2 monstres, il n'y a pas d'autre mot. Puis je pense que la solution n'est pas en réinvestissant de l'argent. La solution, ou en tout cas, solution est un grand mot, les améliorations. Parlons d'améliorations qui sont requises, nécessaires dans le réseau de la santé, vont être au rendez-vous s'il y a une réorganisation majeure du réseau de la santé. C'est un gouffre sans fin. On peut pas continuer. La population ne l'acceptera pas. On n'a plus les moyens de continuer à investir à ce rythme-là dans un réseau de santé qui ne livre pas la marchandise, en tout cas pas à la hauteur des attentes, et qui n'est pas prêt à relever les défis des prochaines années. Alors justement, si on rentre dans le vif du sujet par rapport à ce qui a été annoncé par le ministre, dans ces réformes-là, alors il y a l'aspect que les élections s'en viennent, là, c'est un peu ce qu'on entend aussi parler. Quelle est la part de réalité, de la séduction qui peut être faite aussi pour les électeurs là-dedans? J'imagine qu'il y a quand même une stratégie politique quand même derrière ça, parce que au final, on peut annoncer tout ça, mais j'imagine que le 100% ne pourrait pas forcément être réalisé. Sinon, ça serait trop beau, j'allais dire. Ben oui, surtout qu'il nous reste à peine quelques mois avant les élections, là, c'est à nos portes. Donc, c'est clair que les résultats ne sont pas livrés d'ici les élections. Donc, moi, je pense que on va l'appeler mini-réforme. Hein. C'est une mini-réforme. D'ailleurs, le gouvernement change d'appellation. On ne parle plus de réforme parce que les gens ont tellement entendu les gouvernements antérieurs parler de réformes qui finalement ont été vouées en bonne partie à l'échec, que là, on parle de refondation du système de santé. On voit avec les mots. C'est bonne guerre parce que c'est vrai que ça devient
successénales de 15-20 dernières années. On n'a jamais réussi à les respecter. Donc, une cible, c'est rendu là, c'est plus un terme à utiliser parce qu'on les atteint très rarement. Donc, si on regarde les engagements du gouvernement, on parle beaucoup je dirais, d'engagements généraux, là. Par exemple, on parle de financement axé sur le patient. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, un financement axé sur le patient? C'est un beau terme général, mais concrètement, on va voir comment ça va se déployer. On parle d'établir des centres de commandement. Bon, des centres de commandement, comment ça va se faire? Est-ce que ça va être à l'échelle nationale, encore en gardant les pouvoirs au central, ou est-ce qu'il va y avoir des centres de commandement dans les régions? Bon, une décentralisation, ça reste à définir. On parle de meilleurs milieux de soins. Ben, c'est un objectif qui est très louable. Je pense que tous les gouvernements avaient l'objectif d'avoir des meilleurs milieux de soins, mais c'est dans le comment ça va se définir qu'on va voir si ça tient la route. On parle un point important, que je me questionne si c'est réaliste, finir les heures supplémentaires obligatoires. Moi, là, je le souhaite qu'il n'y ait plus d'heures supplémentaires obligatoires pour notre réseau de la santé, pour nos employés qui sont en place. C'est incroyable, c'est quasi inhumain. Mais en même temps, la réalité fait en sorte qu'on est dans une pénurie d'employés, de main-d'œuvre. Donc, comment on va réussir à donner des services de santé de qualité? Comment on va donner des meilleurs milieux de soins, un des objectifs du gouvernement? Comment on va axer les services sur les besoins des patients quand on est en pénurie d'employés, puis on dit qu'il n'y aura plus de temps supplémentaire? Je le souhaite là, pour le bien des employés du réseau de la santé, mais en même temps, je ne peux pas faire autrement qu'avoir une préoccupation pour le patient. Donc, c'est des belles phrases, là, le fun d'entendre, mais est-ce qu'on peut penser que c'est réaliste à court terme? On peut se poser la question. On parle de guichet unique, guichet d'accès à la première ligne, où là, on ne promet plus un médecin à chaque Québécois et Québécoise. On dit que vous allez avoir accès à un guichet unique qui va vous fournir des services d'un intervenant de la santé. Fait que là, on veut diversifier. Je pense que c'est une bonne piste, si c'est accompagné par une augmentation des actes délégués aux autres professionnels de la santé. Puis là, on va tomber probablement dans la guerre des corporations professionnelles, où chaque corporation ne veut pas qu'un autre groupe de travailleurs de la santé vienne jouer dans ses plates-bandes. Donc, autrement dit, est-ce que les infirmières vont pouvoir continuer à avoir davantage d'actes délégués de la part des médecins? Est-ce que d'autres professionnels de la santé, exemple les ambulanciers, vont pouvoir porter certains gestes qui sont réservés jusqu'à aujourd'hui aux infirmiers et infirmières? Là, on tombe dans le corporatif. Là, le gouvernement va s'attaquer là, aux syndicats, aux corporations, ça va être gros. Mais c'est un objectif qui est louable. On parle de 4 000 lits de plus. Ça, concrètement, là, quand je disais tantôt qu'on est la province avec la plus grande part de budget par habitant alloué à son service de santé, mais en même temps, avec le moins de lits par habitant, il me semble y avoir une contradiction. C'est bien beau la chirurgie d'un jour, là, mais il reste qu'à un moment donné, là, par exemple, quand j'étais au conseil d'administration de l'hôpital de Chandler dans les années 90, on avait un permis à l'hôpital de Chandler pour 131 lits. 131 lits. Dans les dernières années, j'ai entendu dire qu'on était rendu dans la cinquantaine de lits. Donc, on a coupé de plus de la moitié les lits. Bon, de réforme en réforme, on a sorti des lits, on a rentré des fonctionnaires, des gestionnaires. On a un hôpital probablement qui a plus de pieds carrés en bureau administratif qu'en lit. Puis peut-être en lieu d'intervention directe là, au niveau de la santé. Bon, on peut se questionner. Aujourd'hui, on va réinvestir pour amener des lits. Est-ce qu'on va sortir les bureaux ou est-ce qu'on va louer des locaux à l'extérieur des hôpitaux pour compenser? Est-ce qu'on va changer notre pratique? On sait que dans certaines provinces, les médecins ont leur propre clinique, doivent louer leur propre bureau pour faire pratiquer leur profession. Ici au Québec, on fournit à peu près tous les services à nos médecins spécialistes. Ben ça prend de l'espace, ça, là. Donc, puis tout le personnel administratif, puis toute la reddition de comptes, les ministères, dans tous les ministères, on est de plus en plus exigeants. On veut que les organisations rendent des comptes, donc de la paperasse, des rapports. Ben ça prend du monde pour les remplir. Puis ça fait en sorte que finalement, on a peut-être plus de gestionnaires. Je serais curieux de savoir combien on a de personnel de soutien puis de gestionnaires versus de personnel vraiment affecté aux soins des patients dans nos hôpitaux. Probablement que le résultat serait frappant. Donc, c'est beaucoup d'enjeux. On parle d'une quinzaine d'enjeux. Maintenant, pour répondre à ta question, on est en année électorale. Est-ce que c'est électoraliste? La réponse est oui, bien sûr.
Puis la CAQ, à ce niveau-là, n'est pas pire, n'est pas différent que tous les autres gouvernements. C'est clair qu'une réforme, une mini-réforme de la santé qui arrive à quelques mois des élections, ben oui, c'est à quelque part, c'est électoraliste. Puis je vois ça, moi, un peu comme, c'est un peu un ballon qu'on lance dans la population. On va voir comment ça va réagir face à ces mesures-là. Puis je pense que ça va servir de tremplin au gouvernement de la CAQ pour broder son programme électoral pour les élections d'octobre 2022. Donc, des grands principes, le ministre est allé de façon très large, ne veut pas trop aller dans les détails parce que c'est probablement pas évident d'amener les solutions. C'est plus facile de parler de principes que de parler d'actions concrètes. Puis à ce niveau-là, là, moi, je tiens à dire que je salue, là, puis je reconnais les compétences puis la volonté du ministre Dubé. Je l'ai déjà dit, quand le ministre Dubé a été nommé ministre de la Santé et des Services sociaux au Québec, pour moi, c'était une bonne nomination. Puis je pense qu'on a été bien servi par le ministre Dubé, qui est quelqu'un de compétent, quelqu'un d'engagé. Mais au-delà de ça, il reste qu'il doit composer avec un contexte qui a hérité des autres gouvernements depuis plusieurs années, d'une crise, d'une pandémie qui a accaparé les 2 dernières années. Puis finalement, ben, il va avoir peut-être sur 4 ans, peut-être que le ministre Dubé va avoir à peu près 6 mois sur 4 ans de son gouvernement pour vraiment s'attaquer à une réforme en profondeur. Donc, il faut quand même être raisonnable en mettant la barre à la bonne hauteur. Puis c'est correct, c'est normal, ça s'explique. Je pense que le ministre Dubé ne peut pas nous arriver qu'une réforme en profondeur à ce moment-ci. Il n'y a carrément pas eu le temps, je pense, pour la planifier. Donc, on annonce des couleurs, on va à la pêche, on va voir comment ça va réagir dans les milieux syndicaux, dans l'appareil gouvernemental comme tel, dans la population. Puis, finalement, on va probablement s'ajuster avec une plateforme électorale à l'automne où là, on va peut-être aller plus loin et plus audacieux. Moi, c'est la lecture que je fais là, des engagements là, de cette semaine là, du ministre de la Santé et du gouvernement de la CAQ. Oui, quand j'entends justement le reflet que tu en fais de ce qui est en ce moment et de ce qui est proposé dans cette mini-réforme, avec tous les enjeux, les défis que ça comporte, j'ai comme l'impression, est-ce que c'est pas mieux d'attaquer ça par le fond et tu disais tout à l'heure que c'est peut-être mieux de pas tout changer, mais ça donne l'impression que c'est presque impossible des fois de changer certaines choses. Alors ça a l'air d'être vraiment un gros défi et je me demande si jamais le gouvernement est réélu, est-ce que ce serait pas une meilleure façon de faire plutôt, au lieu de faire une mini-réforme, de faire une grosse réforme? Je m'exprime là, je précise ma pensée tantôt. Quand je disais tantôt que chaque gouvernement qui est arrivé a fait table rase là, des réformes antérieures et a voulu faire sa propre réforme, je pense que un juste milieu aurait sa place. Dans toutes les réformes, puis incluant celle du ministre Barrette, là, il y a probablement des éléments intéressants. Puis ce que je reproche à l'ensemble des gouvernements des dernières décennies, puis je pense qu'on peut aller plus loin que ça, ben, c'est une fois arrivé au pouvoir, de tasser tout ce qui a été fait par les gouvernements antérieurs. Puis d'ailleurs, il y a un des éléments, ça me revient, un des éléments, c'est que le ministre Dubé dit justement qu'il a tenu compte de l'ensemble des éléments qui avaient été mis de l'avant par différents gouvernements antérieurement et surtout, et aussi des éléments qui avaient été proposés par l'appareil gouvernemental, mais qui n'avaient pas été retenus par les précédents gouvernements. Donc, le gouvernement de la CAQ, via le ministre Dubé, semble vouloir justement avoir cette approche-là, c'est-à-dire, on peut-tu regarder qu'est-ce qui a été fait dans le passé puis qui a fonctionné, qu'est-ce qui a peut-être moins bien fonctionné puis qu'on peut améliorer, puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du tout, qui n'est plus opportun, puis ça, on va le remplacer. Moi, je sens là, dans les déclarations du ministre, puis c'est écrit dans différents documents, je sens cette volonté-là de ne pas faire table rase. Je pense pas qu'on peut faire table rase. Écoute, quand on dit que le milieu de la santé, c'est près de 50% du budget du Québec, là, avant de mettre ça, scraper ça, là, excuse l'expression, il faut faire quand même attention. Puis c'est un service qu'on ne peut pas suspendre pendant un mois, pendant qu'on réforme, puis dire, ben là, on met la santé sur la glace, il faut continuer à soigner les gens. Donc, le ministre en place et les autres qui l'ont précédé ont toujours comme défi ultime de modifier, d'améliorer le réseau, mais en maintenant le réseau efficace, en tout cas le plus efficace possible. Donc, c'est quand même tout un enjeu. Puis avec le vieillissement de la population, avec tous les changements qui arrivent rapidement dans le domaine de la santé, ça évolue. Par exemple, on parle aujourd'hui de plus en plus de télémédecine, hein, de médecine à distance, d'imagerie médicale.
Donc, on peut être suivi par un médecin qui est à des centaines de kilomètres de chez nous, puis avoir un aussi bon service que 20 ans passés quand on était dans le bureau du même médecin. Donc, on doit s'adapter à tout ça. Puis moi, je pense que le juste milieu, c'est surtout pas faire de politique partisane sur le dos de la santé. S'il y a des choses qui sont valables, qui sont efficaces, puis qui ont été mises en place par d'autres gouvernements, ben, faut prendre acte de ça, puis il faut bâtir à partir de ça. Parce qu'on peut pas tout chambarder le réseau, là. Le ministre Barrette a voulu le faire. Il a essayé de le faire en bonne partie. C'est une des réformes les plus majeures, mais majeures au sens beaucoup malheureusement négatif à plusieurs égards. Donc, on voit, ça a démantelé le réseau. Ça a amené les employés du réseau de la santé d'un état je dirais, désastreux dans le sens qu'on ne sait plus de qui on relève. Il y a eu des réorganisations. Les employés se sont ramassés sur des nouvelles chaises, dans des nouvelles fonctions. Ça fait déjà près de 7 ans que la réforme Barrette a été mise en place, puis on est encore en train d'essayer de s'adapter à ça. Donc, tu imagines là comment ça a été une réforme qui a été déstructurante, je dirais. Donc, il ne faut pas tomber dans ce pattern-là à nouveau. On ne pourrait pas se le permettre. On va trop perdre de soldats au combat. On va trop perdre d'effectifs de la santé. Les gens actuellement qui ont vécu la dernière réforme Barrette sont encore ébranlés de tout ça. Beaucoup d'employés ne sont pas encore bien assis dans leur nouvelle chaise, dans leur nouvelle fonction, dans leur nouveau cadre d'intervention. Donc, il faut quand même là prendre il faut quand même mettre en place une réforme, oui, mais en tenant compte de la capacité des intervenants du milieu je dirais, à adhérer à cette réforme-là, parce qu'on ne peut pas se battre contre le personnel de la santé, là, quelque part, là. T'as beau avoir raison, si t'es tout seul à avoir raison, t'as pas raison. Hein? Donc, faut y aller par priorité. Mais oui, je maintiens ma position à l'effet qu'on doit s'attaquer en profondeur au système, au réseau de la santé. C'est un problème qui n'est pas conjoncturel, mais qui est structurel. Donc, il faut s'attaquer vraiment en profondeur au réseau de la santé, mais en même temps, il faut y aller à la vitesse où le système, où les gens dans le système là, peuvent t'accompagner. Parce qu'ils ont été, je le répète, là, ils ont été vraiment chambardés dans les dernières années. Puis on perd du monde. Là. Il y a eu un départ à la retraite accéléré de plusieurs intervenants de la santé qui ne se retrouvaient plus dans la réforme Barrette. Donc là, on commence à amener des nouveaux joueurs. On a des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour attirer du personnel, des mesures financières, bon, différentes mesures incitatives. Ça commence à porter fruit, mais on est encore fragile. Donc, on a un double défi. Puis une fois que tu as dit ça, c'est pas simple, là, mais c'est la responsabilité du gouvernement en place, c'est la responsabilité du ministre en place de prendre acte de la situation du réseau de la santé, puis d'amener des correctifs. Puis en même temps, je pense qu'il faut s'attaquer au mal en profondeur, mais y aller par priorité. On peut pas tout attaquer en même temps. Selon moi, ça risque d'être un constat d'échec. Donc, prioriser, puis orienter nos décisions en fonction de la capacité du réseau à suivre la réforme. Tu sais. Moi, ça m'apparaît là, les deux axes là, qui devraient orienter le gouvernement dans ses futures actions. Oui, et puis là, pour terminer, là, je vois bien qu'on est en période d'élection et que c'est quelque chose qui va pas pouvoir en fait s'appliquer tout de suite. C'est ça que je comprends. Donc, j'espère en tout cas que ça va peut-être aussi en période électorale faire en sorte que les autres personnes qui se représentent, les candidats, vont aussi peut-être apporter leur grain de sel entre guillemets là-dessus sur leur vision de cette mini-réforme, mais peut-être aussi leur apporter leurs idées pour améliorer le système de santé. J'imagine que c'est ça qui se passe. Le ministre Dubé a lancé ça. J'imagine que les autres personnes vont commencer aussi à en parler, les autres candidats. C'est clair, tu as absolument raison. Les formations politiques, d'ailleurs, se sont tous prononcées après le dépôt du plan du ministre Dubé cette semaine. Et ça ne fait que commencer. Chaque formation politique va aussi bâtir son programme pour les prochaines élections à partir des engagements de la CAQ actuellement, à partir aussi des engagements de 2018 du gouvernement de la CAQ qui n'ont pas été répondus, qui n'ont pas été satisfaits pour différentes raisons, mais entre autres, il faut être bon droit pour dire que là, en raison de la pandémie notamment, on doit laisser le bénéfice du doute au gouvernement de la CAQ que l'ensemble de ces engagements dans beaucoup de ministères, mais surtout dans la santé, n'ont pu être réalisés, notamment en raison de la crise là, pratiquement du jamais vu de la pandémie qui est arrivée là, puis qui a duré plus de 2 ans, puis qui n'est pas terminée. Donc, c'est difficile d'évaluer. C'est un des enjeux des prochaines élections. Ça va être très difficile d'évaluer finement
avec précision le niveau de performance du gouvernement de la CAQ de 2018 à 2022, parce que il est arrivé un éléphant dans la pièce qui s'appelle la pandémie, puis qui a pris une grande partie des énergies, des budgets, du temps du gouvernement. Donc, on vit une situation particulière. On a évalué un gouvernement, mais qui a géré une pandémie, une crise incroyable. Mais au-delà de ça, il y a quand même certains autres indicateurs. Je suis convaincu que les autres formations politiques vont se faire un plaisir de les sortir. Les indicateurs, les dossiers qui auraient pu, malgré la pandémie, être réalisés et qui l'ont peut-être pas été ou qui l'ont été en partie. Mais c'est clair qu'on a mis la table, le ministre Dubé a mis la table avec une mini-réforme qui est quand même une belle base, mais je dirais c'est des concepts très généraux qui vont probablement se définir du côté de la CAQ d'ici les élections et se retrouver dans leur plateforme électorale. Puis les autres partis politiques, les autres formations vont faire la même chose. Ils vont proposer leur plan d'intervention. Tout ce que je souhaite, on peut-tu essayer de rêver un peu? On peut-tu essayer de souhaiter que ce ne soit pas des débats stériles, puis que chacun ne se fait pas un plaisir strictement à démolir ses adversaires, mais plutôt essayer de bâtir sur quelque chose qui est réaliste, puis qui est basé sur des fondements qui sont essentiellement voués au mieux-être de la santé de la population du Québec. Tu sais qu'il faudrait dépolitiser un petit peu là, nos enjeux, mais en année électorale, c'est très difficile. Donc, on va voir un dossier à suivre, là, mais c'est clair, net et précis que compte tenu de la situation de la santé au moment où on se parle, qui n'a pas évolué autant positivement qu'on l'aurait voulu, notamment en raison de la pandémie, ben, il y a beaucoup de besoins non comblés. Puis chaque formation politique va présenter sa plateforme avec ses priorités. Puis la population décidera au scrutin d'octobre qui est le mieux placé pour réaliser sa vision, sa propre vision du réseau de la santé. Mais je crois qu'on a pour encore plusieurs années, Marc, à discuter de la santé. Qu'importe la réforme qui va être mise en place, qu'importe le gouvernement qui va être élu, on ne pourra pas remettre à niveau le réseau de la santé dans 4 ans au Québec. On parle d'un travail sur plusieurs années, probablement plusieurs mandats gouvernementaux, de des gouvernements différents. Puis de là, l'importance d'essayer de ne pas tout mettre à la poubelle quand tu arrives, puis essayer de bâtir sur des choses qui sont là, qui fonctionnent, qui peuvent être améliorées, puis se donner des nouveaux enjeux. C'est continuité au lieu de bulldozer. On peut résumer ça. Non, c'est ça, c'est une bonne façon de le voir. Puis c'est une question de respect aussi pour tout le travail qui est fait aussi par les gens qui sont déjà en place. Mais ça me fait penser, j'avais comme un commentaire, moi c'était comme je passe des fois un peu de mon temps pour mon travail, des fois un peu en France, au Mexique ou ici au Canada, je vois et je côtoie différents systèmes de santé. Puis on a un peu cette impression générale que c'est pas mal une galère un peu partout. C'est quand même une problématique. Et moi, je me demandais si toi, dans tes connaissances, tu n'avais pas, on va dire, de différentes visions plus nationales ou internationales. Est-ce qu'il y a le gouvernement peut aller chercher de l'exemple qui se fait ailleurs? J'imagine, est-ce qu'il côtoie les autres ministres de santé des autres provinces ou j'essaie de parler un peu je peux pas donner des solutions pour le ministre, mais comment tu vois ça, toi? Ben, c'est sûr que il y a des conférences là, canadiennes où l'ensemble des ministres de la Santé se réunissent là, puis échangent. Il y a aussi des hauts fonctionnaires qui participent à des assises, à échanges avec des collègues. Il y a également des échanges au niveau international. Tout ça, ça existe, mais comme tu l'as mentionné, là, le réseau de la santé, à peu près dans tous les pays, semble être ébranlé. Puis ça, ben, c'est relié notamment au phénomène du vieillissement de la population. Tu sais, quelqu'un me disait il y a quelques années, puis j'avance le chiffre, probablement qui a été modifié un peu, mais pour bien comprendre, par exemple, dans les années 90, fin 80, début 90, l'espérance de vie, puis je donne un titre d'exemple, l'espérance de vie au Québec était peut-être de 69 ans. C'était autour de ça, les chiffres que j'ai vus. Bon, 69 ans. Aujourd'hui, en 2022, probablement que l'espérance de vie d'une personne au Québec est plus autour de 80 ans. Oui? Donc, on a fait quand même un bond énorme, plus de 10 ans. Sauf qu'il y a 2 espérances de vie. On est rendu avec deux, puis là, je ne suis pas un spécialiste en statistique, là. C'est juste un exemple que je donne, mais je pense que ça explique la situation. On a l'espérance de vie qui a passé de 69, disons, à 80, 82, 83 ans. Puis on a l'espérance de vie en bonne santé qui, elle, n'a presque pas évolué. Donc, on a une espérance de vie qui a augmenté, mais l'espérance de vie en bonne santé
elle est peut-être encore autour de 69, 70, 71, 72 maximum. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prolonge la vie des gens, mais on est quand même malade. Donc, si on est malade, on doit avoir des services de santé en conséquence. Donc, entre 69 et 82, 83, la période d'extension de l'espérance de vie, imagines-tu la pression sur le réseau? Parce que oui, on demeure vivant, mais on n'est pas plus en santé. Donc, ça veut dire qu'on requiert énormément de services de santé. Puis, la population vieillit en plus. Surtout en Amérique du Nord, on a une population qui est vieillissante. Hein? Donc, imagines-tu la pression, c'est exponentiel sur le réseau de la santé. Donc, quand je disais en début d'entrevue, on aurait dû voir ça venir, là. Ben oui, on aurait dû voir ça venir parce que les démographes, là, nous l'avaient expliqué. Puis, je suis certain que les gens, les spécialistes en santé publique, etc., voyaient ces prévisions-là s'en venir. Donc, tu sais, nos CHSLD, il aurait fallu, il me semble, là, se préparer en conséquence pour éviter peut-être le désastre là, qui est arrivé au Québec dans nos CHSLD avec la COVID. Donc, cherchons pas des coupables, mais en même temps, ne jouons pas à l'autruche non plus. Oui, il y a de la connaissance qui existe, mais encore là, faut-il que les politiciens soient intéressés et ouverts à entendre ce que les professionnels de la santé ont à leur dire. Tu sais, souvent, le problème, c'est ça. Là. Tu sais, j'ai été au gouvernement, j'ai vu des hauts fonctionnaires extrêmement compétents, j'ai vu des fonctionnaires extrêmement compétents amener des éléments de solutions qui, pour des raisons politiques, se faisaient tasser du revers de la main. On a choisi d'autres options. Bon, ben tout ce temps-là, tu sais, c'est pas, à mon avis, c'est pas la bonne solution. Donc, il y a tu sais, dans le système, le gouvernement du Québec comprend deux volets, la dimension politique et la dimension plus administrative. Il faut que les deux se parlent, puis il faut que les deux, idéalement, aient une vision commune. Mais si nos fonctionnaires nous avisent de ce qui s'en vient, puis finalement, on voit l'autruche en disant, ben non, là, OK, le vieillissement de la population, c'est bien beau, l'espérance de vie en bonne santé, c'est bien beau, mais je préfère mettre de l'argent dans un autre domaine que la santé ou dans un autre domaine de la santé plutôt qu'aller, par exemple, vers les aînés. Ben, que tu veux qu'on fasse? On vit avec les résultats qu'on a. Donc, la politique, c'est complexe, hein? Complexe. Donc, on devrait, je pense, moi, je suis convaincu qu'on a beaucoup d'informations très pertinentes, autant au Québec, au Canada, en Amérique du Nord qu'à l'international, au niveau santé. Mais est-ce qu'on utilise à bon escient cette information-là ou est-ce qu'on se paye des tripes politiques, puis qu'importe la formation politique? C'est ça la question qu'on peut se poser. Vous savez, souvent, un gouvernement a une vision à court terme. Puis le court terme en politique, c'est 4 ans, c'est un mandat. Donc, il y a des choses qu'on devrait faire, mais si c'est pas politiquement rentable, si la population n'est pas prête à adhérer, puis votre boudou aux prochaines élections, ben, même si c'est le bon geste à poser, il y a des bonnes chances que le gouvernement dise, ben, on n'ira pas dans ce sens-là, la population ne nous appuiera pas. Conséquence de ça, on risque de se faire mettre à la porte. Donc, les gouvernements voulant demeurer au pouvoir, souvent, il y a des décisions qui sont plus populistes, opportunistes et politiques qui se prennent que des décisions fondées sur la science et le savoir, malheureusement. Ben oui. Ben, en tout cas, merci pour nous apporter ta vision. Puis moi, ça me fait toujours dire, je l'ai dit tantôt, mais je me répète encore pour dire que ça me semble être une forme de respect pour les citoyens québécois et notre santé, entre guillemets, pour ceux qui contribuent au système de santé et qui payent leurs impôts et qui participent à ça, dans le fond, que le gouvernement ait une certaine logique de durabilité, de long terme, quitte à s'entendre avec les gouvernements suivants. Mais bon, ça, c'est mon point de vue, comme tu l'as nommé aussi, là, on s'entend là-dessus. Absolument raison. Ben, merci beaucoup pour ton temps et puis on se reparlera une prochaine semaine pour d'autres sujets d'actualité. Merci à toi, ça m'a fait plaisir.